Moi ici, eux partout. Ensemble, nous respirons à des rythmes différents. Mais à force d'éternité, par ma peau écaillée, mes bras étirés, ma toison emmêlée, ma sève profonde, je parviens à ajuster ma vision et percevoir leurs silhouettes. Silhouettes rares et fugitives qui viennent troubler mon décor. Silhouettes vivantes d'un monde sans racines, d'un ciel d'étoiles filantes, d'une mer de bateaux ivres. J'ai longtemps observé leur passage et patiemment, j'ai tenté de comprendre leur langage, de les accueillir dans mon univers. J'ai dû fournir tous mes sucres au mycélium pour stimuler ses impulsions et l'aider à établir des contacts. Erreur système. J'ai essayé d'activer les connexions, mais il m'a fallu imaginer des voies nouvelles. Il m'a fallu aussi un drôle de hasard pour entrer en communion directe avec eux. Un étonnant coup du sort sans lequel nous serions restés parfaitement étrangers. Mais n'allons pas trop vite. La langue des hommes n'est pas celle des arbres. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel de Rênal. Bonjour Emmanuel, Claire. bonjour. Et nous allons découvrir avec grand intérêt votre dernier ouvrage, Zamana. Avec plaisir. Alors Zamana, avant de rentrer dans le cœur de ce livre, dans le cœur de l'histoire, Zamana, c'est le nom d'un arbre majestueux, le roi de la forêt, comme vous le dites. D'ailleurs, en Martinique, à l'habitation Céron, l'arbre Zamana a reçu le prix du plus bel arbre de France en 2006. Qu'est-ce qui fait l'originalité, la caractéristique de cet arbre et pourquoi l'avoir choisi pour votre livre? Alors d'abord, c'est un arbre qui n'est pas endémique de Martinique. C'est un arbre qui est arrivé assez tard, qui est arrivé au début du 19e siècle, qui vient du Mexique et des côtes américaines, et qui a été implanté dans les îles pendant la période de l'esclavage et de la colonisation, pour notamment servir d'ombrage aux cultures de café et de cacao. C'était un arbre qui avait une vocation d'aide agricole, et c'est pour ça qu'on retrouve cet arbre dans beaucoup d'habitations créoles. Et donc le Zamana en question qui a inspiré ce livre, en effet, c'est celui du Céron. J'estime qu'il aurait été implanté sur l'île dans les années 1815-1820. Ce serait dans cette période-là qu'il serait installé. Et donc c'est un arbre qui a la particularité d'avoir un très grand parapluie, d'avoir aussi des feuilles qui se contractent pour laisser passer les pluies quand il pleut et de se réouvrir pour freiner le soleil. Donc il s'ajuste en fonction des variations climatiques. Et donc c'est un arbre magique sur le plan agricole puisqu'il il offre par ses vertus bioclimatiques tout ce qui va bien pour que dessous émergent les plantations. Alors, vous avez eu une idée lumineuse, très originale. Vous avez choisi d'en faire votre personnage principal. Donc, c'est à travers le Zamana que se déroule l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire. Vous le rendez attachant, humain. C'est un parti pris fort. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cet axe, cette genèse? Racontez-nous la genèse de ce livre. Alors d'abord, c'est une idée de mon fils qui me l'a suggéré il y a quelques années en me disant tu devrais faire un livre qui raconte l'histoire du pays à partir d'un point fixe. Et ce point fixe pourrait être un arbre, de manière à jeter un regard peut-être distancié sur le tumulte des événements, mettre un peu prendre un peu de hauteur, c'est le cas de le dire quand on est un arbre. Et c'est vrai que le Zamana en question qui m'a inspiré, il est situé donc dans le nord de la Martinique. Il a observé 200 ans de vie au sein d'une habitation créole. Il est au confluent d'énormément d'événements qui ont émaillé l'histoire du pays. Alors je pense en particulier au grand cyclone, je pense à l'éruption de la montagne Pelée, je pense bien sûr à la période de l'esclavage
et de l'abolition et des révoltes. Mais je pense aussi à la période des guerres où ces habitations étaient devenues des lieux d'industrie de guerre pour pouvoir fournir du rhum pour la France. Je pense également à toutes les variations économiques qui se manifestent dans ces lieux d'habitation avec des crises, avec des hauts, avec des bas également, enfin avec tous ces cycles de vie qui Effectivement, m'a non, paru intéressant de raconter. absolument, on va en parler, mais vous faites un focus vraiment sur le nord de la Martinique et sur cette habitation en particulier. Pourquoi cette région en particulier de la Martinique? Ben, je pense que le Nord est sans doute la région la plus riche sur le plan historique, parce qu'elle concentre à peu près tous les grands événements qui ont pu émailler l'histoire du pays. D'abord, on est sur le volcan. N'oublions pas que le volcan, la montagne Pelée, est sans doute encore plus connu dans le monde que la Martinique, parce qu'elle a, d'abord, ce volcan a explosé en 1902 et a fait 30 000 morts, donc c'est pas rien dans la vie d'un pays. Il a complètement éradiqué une population. Et puis, le Nord, c'était sans doute la région la plus riche sur le plan agricole, où se sont concentrées les activités économiques, les activités agricoles. La ville de Saint-Pierre était une ville excessivement prospère au XIXe siècle. On parlait du Petit Paris. Et donc, c'était un lieu à la fois économique, à la fois commerçant, à la fois culturel. Et donc, raconter l'histoire de cette région et de cet environnement me permettait de couvrir beaucoup d'aspects de l'histoire de la Martinique. Et puis vous-même, vous êtes originaire du Morne-Rouge, je Et crois. puis, je suis du Nord, donc forcément, ça aide un peu, oui. Vous connaissez bien Oui. cette région. Alors, les personnages de votre récit nous donnent un éclairage sur la vie de l'habitation, sur les rapports sociaux de cette époque. Vous décrivez des situations qui peuvent paraître un peu surprenantes, comme par exemple le fait que le maître de l'habitation décide de rémunérer ses esclaves, ou encore le mariage entre le maître et Pauline, qui est une femme métisse qui travaille sur cette habitation, en dépit des convenances sociales. Est-ce que ces personnages ou ces situations ont vraiment existé, ou sont-ils le fruit de votre imaginaire? Alors, en l'occurrence, c'est un roman, donc je m'autorise quelques digressions, mais ces situations que vous évoquez ont existé. Alors, c'est vrai que le système était d'abord et avant tout un système excessivement dur. On parle bien de l'esclavage avec toutes les horreurs liées à ce système. Et dans ce système, il y avait des comportements particuliers. Et en particulier, il y avait un débat qui existait, alors qui n'était pas majoritaire, mais qui a quand même laissé quelques traces chez les possesseurs d'esclaves, qui notamment débattaient sur le fait d'obtenir plus de rentabilité dans les exploitations en rémunérant les esclaves plutôt qu'en les asservissant. Et donc c'était un débat économique qui a existé. Et donc j'ai voulu aussi traiter de ce débat pas très connu, un peu iconoclaste, mais qui a quand même existé. Oui, c'est comme ce mariage aussi, qui n'est pas non plus très courant. C'est vrai. C'est vrai que dans le livre aussi, on suit bien le cycle de vie d'une habitation qui traverse les crises, qui traverse les cataclysmes. Et il y a une suite de croissance et de déclin de façon récurrente. Les générations se succèdent à travers ces crises sous le regard immuable du Zamana qui traverse le temps, solide et immobile. Et est-ce que ces cycles sont récurrents, et est-ce qu'on peut dire que c'est le destin de toutes les habitations? Alors, beaucoup d'habitations ont connu énormément de cycles variables. Ça, c'est une réalité de la vie économique en général, de la vie d'habitation en particulier. Une entreprise, elle naît, elle se développe, elle se stabilise et elle meurt. Et on retrouve ce cycle, bien évidemment, à l'échelle de nos entreprises, mais à l'échelle également des habitations. Et c'est vrai que sur les 200 ans qu'a duré l'esclavage, chaque habitation connaissait des variations de propriétaires, de cycles, qui correspondaient à peu près à chaque fois à une génération vivante.
Donc tous les 30 ans à peu près, il y avait une tombée en faillite, une reprise par de nouveaux propriétaires. C'était ça la vérité de ces cycles d'habitation. Qu'on suit très bien dans, Mm. dans le livre. Et pour plein de raisons, parce que d'abord, on est dans un pays qui est abrupt, qui est sévère, l'environnement naturel est compliqué, des cyclones peuvent mettre en faillite une activité, le volcan forcément a mis en Mhm. faillite les habitations de Saint-Pierre, et puis il y a des crises économiques, tout bêtement, parce que le cours du sucre ne reste pas stable éternellement, Avec la la betterave. succession aussi des cultures qui se Ah, passent dans les habitations. exactement, ça a commencé par le café et le cacao. Ensuite, la canne est arrivée, donc le café et le cacao se sont effondrés. Ensuite, bon, il y a eu des cycles de culture. Et quand on prend un peu de distance, ce qu'on fait assez peu quand on raisonne à l'échelle humaine, on reste plutôt sur des visions assez proches de nos propres horizons. Et l'idée justement du Zamana, c'est de décadrer un peu le regard et d'observer ce qui se passe dans ce pays à une échelle un peu plus large. Et c'est ce que j'ai voulu faire par le regard du Zamana qui, lui, observe sur 200 ans ce que nous, on a tendance à observer sur 20 ou 30 ans. Donc ça C'est ça. change la perspective de nos cycles. Et d'ailleurs, le Zamana ne comprend pas très bien comment se fait-il que ces êtres humains se battent et mettent tout une organisation en place pour un goût sucré ou pour le goût d'un gâteau. Oui, oui, c'est le goût sucré d'un gâteau ou le parfum d'un café qui finalement a bouleversé le monde, a fait que des hommes ont été en prendre d'autres en Afrique pour les amener ici. Mm. On se rend compte de la raison dérisoire qui C'est fait ça. que le monde se fracture dans ses fondamentaux. Et donc, ça a fait poser des questions sur les intentions que l'on met Dans nos actes, dans dans nos nos actes. Oui. décisions. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans votre ouvrage que je voudrais vraiment partager avec notre public, c'est le sommaire. Mm. Le sommaire. Alors, vous avez un ouvrage avec 38 chapitres Mm. et vous avez fait le choix de donner des verbes d'action, tous issus du champ lexical de la nature. Et j'en cite quelques-uns: déployer, éclore, récolter, planter, fructifier, s'ancrer, croître, abattre, verdoyer, moissonner, soigner, murmurer, enraciner, régénérer, mourir, germer, bourgeonner, tailler, semer, déraciner, reposer, cultiver, florir, pousser, résister, apprivoiser, végéter, défricher, refleurir, ressurgir, butiner, raciner, pleuvoir, flétrir, tomber, ramifier, sommeiller. Je n'ai pas pu m'empêcher de tous les lire parce que je trouve ça formidable. C'est une très belle hommage que vous rendez à la nature, n'est-ce pas? Oui, je pense que ce livre a sans doute un aspect écologique, puisque c'est le rapport des vies humaines avec celui de la vie végétale, et où chacun se remet à sa juste place, en fait, parce qu'on a, nous, tendance, nous, Homo sapiens, à se croire devoir imposer notre volonté sur le reste du vivant, alors que nous ne sommes pas seuls. Face à nous, dans notre environnement, il y a aussi d'autres êtres qui ont un regard plus distancié que nous, qui ont peut-être aussi plus de pouvoir que nous, qui communiquent, parce que les arbres communiquent entre eux. Absolument. Il y a toute cette dimension, et donc il y a peut-être un devoir de respect et d'humilité que l'on doit avoir vis-à-vis du monde qui nous environne. C'était tout à fait un point que je voulais souligner. C'est vrai que vous redonnez toute la place à la terre, toute la place à la nature. Vous la rendez sensible, intuitive, intelligente, face à des humains qui peuvent paraître futiles et éphémères. Et on peut se dire, en fait, avec beaucoup de capacité aussi de solidarité, d'entraide entre les espèces végétales, quelles qu'elles soient. Et on peut se demander si votre livre n'est pas un plaidoyer pour l'écologie, ou est-ce que ce n'est pas une alerte pour susciter, pour éveiller chez vos lecteurs une prise de conscience, ou encore ramener l'humain à plus de modestie ou d'humilité. Oui, sans doute, sans doute. Et c'est vrai que c'est toujours le rapport du temps. Quand un arbre observe la vie de ce que nous sommes, eh bien, qu'est-ce qu'il voit de la hauteur et de la distance de son temps? Il nous voit comme des petites fourmis qui s'agitent,
sans trop comprendre nos moteurs. C'est ça Et donc il faut qu'on ait cette humilité de pouvoir être perçu comme tel. Le regard d'un autre doit nous ramener à notre entre guillemets insignifiance et enlever un peu l'arrogance que l'on a souvent sur le monde. En tout cas, on passe un délicieux moment dans vos pages. Merci. Moi, en tout cas, c'était mon cas. J'ai été levée au sein de cet arbre majestueux. J'ai partagé ses joies, ses peines, ses interrogations, ses incompréhensions. Et c'est écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de finesse. Et vraiment, je le recommande sans réserve. Je vous propose maintenant de prendre un temps pour mieux vous connaître et pour aussi connaître les coulisses de votre processus de création que je vous propose de faire avec la rubrique La face cachée. Alors Emmanuel, Zamana, c'est votre 9e ouvrage. 9e ouvrage que vous avez publié, depuis que vous avez commencé à publier, il y a environ 4 ans. Vous avez beaucoup produit alors que vous êtes publicitaire, chef d'entreprise, que vous dirigez une agence de communication à la Martinique depuis plus de 25 ans. On peut se dire que la place de l'écrivain a peut-être pris le pas sur la place du publicitaire, ou est-ce que l'un nourrit l'autre? Je pense que l'un nourrit l'autre. C'est vrai que j'ai la chance de pratiquer un métier qui me met en contact avec des créatifs, avec le monde de l'art. Et c'est un métier aussi où l'écriture est présente. On écrit beaucoup dans la publicité. On écrit des slogans, on écrit des messages, on essaie de résumer des situations dans des mots très courts. Donc la publicité a cette vertu de nous forcer à la synthèse et à l'écriture efficace. Donc j'ai eu la chance de pratiquer ce métier et donc peut-être par ma pratique professionnelle déguiser mon écriture. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit, et si je mettais cette écriture non pas au service des marques ou des idées commerciales, mais plutôt au service de mes propres messages. Voilà. Donc là, j'ai basculé, j'ai franchi ce pas effectivement en 2020 pour aller un peu plus loin dans l'écriture. Et puis le deuxième volet, le deuxième aspect qui peut peut-être nourrir mon travail, c'est que bon, je suis un Martiniquais, je suis très impliqué dans la vie sociale et associative de ce pays. Et donc, très tôt, je pense que j'ai développé une conscience un peu singulière du rapport à l'autre. Et ça nourrit sans doute aussi mon écriture et mon travail, puisque le fil rouge peut-être de ces 9 livres, c'est un peu le même systématiquement. C'est l'altérité, c'est la relation à l'autre, c'est l'intégration dans une communauté d'intérêt, c'est la mobilisation des unités pour développer un bien commun. Donc, je suis un peu dans cette quête-là. Et donc, je pense que ce sont ces deux sources qui se rassemblent et qui inspirent mon travail. Et qu'on retrouve au fil de vos 9 ouvrages, avec la Martinique au centre, puisque c'est là où vous vivez et c'est là où vous décrivez en fait toutes les relations humaines, et les complexités. La Martinique est un pays extrêmement inspirant pour ceux qui veulent bien la regarder sous toutes ses coutures. C'est un lieu où les vies s'entremêlent de manière extrêmement intense. C'est une histoire d'une richesse forte, d'une richesse absolue, avec une violence au départ, mais qui installe des réalités sociales et humaines qui n'ont pas, à mon avis, d'équivalence ailleurs dans le monde. Et puis c'est un territoire qui est géographiquement, là aussi, extrêmement intense. Des volcans, des cyclones, une mer qui parfois est houleuse, des sécheresses. On vit dans un pays, pour le coup, qui apporte énormément d'intensité et qui, pour quelqu'un qui veut écrire, propose beaucoup d'inspiration. D'inspiration, tout à fait. J'imagine aussi que la lecture est au cœur de vos activités. Oui, je lis beaucoup, oui. Et donc, je vous propose de nous présenter votre coup de cœur littéraire dans la rubrique Coup de cœur.
Alors Emmanuel, votre coup de cœur littéraire. Alors, l'actualité propose énormément de lectures, hein. Les romans sortent tous les jours, mais moi j'ai voulu là revenir sur un grand classique qui a d'ailleurs défrayé la chronique par le cinéma récemment. C'est Le Comte de Monte-Cristo, qui est un livre, qui, avant d'être un film, c'est un livre qui est écrit par Alexandre Dumas, père, et qui est un livre d'une incroyable richesse. Et si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le lire parce que vous allez passer des moments d'une intensité absolue. Alexandre Dumas, c'est un romancier qui écrit comme on fait des feuilletons. Donc il a le sens de l'efficacité dans l'écriture. Il va extrêmement loin dans les situations, donc son récit est très complexe, mais il crée des scènes de rebond à chaque chapitre, et c'est bien plus efficace que toutes les séries de Netflix que l'on peut voir. Et vraiment, je vous invite à rentrer dans ce roman qui est d'une densité absolue. Le film qui a été diffusé au cinéma est très bien fait, mais c'est d'un très très grand résumé, et il vous épargne énormément de livres dans le livre. Donc si vous voulez tomber dans cette aventure, allez-y. Même si vous avez vu le film, vous serez surpris et vous serez étonné par les histoires qu'il y a dans ce livre. Et puis Alexandre Dumas a un lien avec notre propre Alexandre histoire. Dumas, c'est un personnage incroyable. D'abord, c'est une famille incroyable. Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils. Alexandre Dumas père qui a écrit ce livre, c'est le petit-fils d'une esclave, donc il faut le noter, de Saint-Domingue. Et donc on voit là encore dans ce temps troublé comment ce personnage, alors son père était général de Napoléon, et donc quand on se remet dans cette époque extrêmement troublée, on ne peut être qu'admiratif du destin de ces hommes qui ont pu s'extraire de conditions absolument dégradées pour rayonner dans le monde sur plusieurs générations. Donc ce sont des personnages hors normes qui méritent vraiment notre admiration. Écoutez, on va s'empresser de le lire si on ne l'a pas encore fait. Et j'imagine que vous avez aussi des coups de cœur. Absolument. Alors mon coup de cœur du moment, bien sûr, c'est Zamana. Je vous le recommande. Mais si je dois en choisir un autre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce petit album, en fait, qui reprend les 12 territoires d'outre-mer. Et il les reprend, il les présente à travers 3 petites histoires pour chaque territoire d'outre-mer. Et clin d'œil à Zamana, ces petites histoires mettent en scène, en fait, un arbre, une fleur, une plante, un fruit, en fait, quelque chose qui est en rapport directement avec le territoire d'outre-mer. Donc je trouvais que c'est un clin d'œil à Zamana. Et c'est fait de façon très ludique, très imagée, très simple. Et en même temps, il y a des informations factuelles qui permettent de situer chaque territoire d'outre-mer. Donc je trouvais que c'est un bel hommage à nos territoires et une façon de les faire connaître et de les faire rayonner. Voilà, donc c'est un livre qui est écrit par Delphine Laure Thiriette et Amélie Anne Calmot, qui a fait des illustrations chez Caraïbes Éditions. Et donc je vous propose aussi de découvrir le coup de cœur d'un jeune, en l'occurrence là c'est une jeune qui s'appelle Laura, qui a 18 ans. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est à moi de vous proposer un livre que je vous conseillerais de lire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est une auteure française et son livre raconte l'histoire de Émile, un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'un Alzheimer précoce et donc à qui il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Il décide donc de s'affranchir des soins médicaux qu'on lui a prescrits et de partir en road trip pour vivre la vie qu'il a toujours voulu en compagnie d'une totale inconnue. Donc c'est assez surprenant comme histoire. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir un peu plus la vie, le passé des personnages, leur personnalité. C'est une histoire assez surprenante, touchante. Et l'auteur a une plume très légère, donc l'atmosphère est quand même
dans l'ensemble assez agréable, malgré le fait que ça aborde un sujet compliqué à la lecture. Et les personnages sont très intéressants et très détaillés concernant leur personnalité. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et c'est pour ça que je vous conseillerais ce livre. Au revoir. Emmanuel, que Ça- vous inspire Laura? Moi, je suis toujours heureux d'entendre des jeunes parler de lecture. C'est vrai que la lecture, fait. c'est un peu le parent pauvre, malgré tout, des nouvelles générations, dit-on. Mm. Et quand je vois des jeunes qui en parlent aussi bien d'ailleurs, donc qui rentrent dans l'effort de la lecture et puis qui en parlent aussi bien, ben ça me fait du bien, j'en suis heureux. Et vraiment, surtout dans un temps où malheureusement les esprits sont pris par des impulsions de temps court, donc les écrans, qui nous enlèvent cette capacité à se mettre à distance sur des textes longs. Et je pense que nos cerveaux et nos jeunes générations ont besoin de revenir sur la lecture. Et donc, d'ailleurs, cette émission, celle que vous animez, est très utile. Elle devrait être remboursée par la sécurité sociale parce qu'on a besoin que les nouvelles générations retrouvent du temps pour lire des livres. C'est très important. C'est tout à fait notre objectif. Voilà. Et effectivement, je partage le fait de voir des jeunes, que ce soit Laura ou les autres, prendre le temps de lire et surtout de parler aussi de leur ouvrage, si ça peut en inspirer d'autres. C'est tout à fait, Oui. c'est tout à fait le but. Notre émission s'achève. Merci Emmanuel pour ce temps de partage. Merci Claire. J'espère qu'on aura donné envie de découvrir votre ouvrage Le Zamana. On aura aussi donné envie de réfléchir à l'impact de la nature et à en prendre soin. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.